كحلوك كربتينا سنكل كرلوكولا لعما سايتي ما بار كربت ما حقول كربدوريتي انتو حدفنتلي كربل بكو مناي كربل بكو منا حقايرو مع بيتا وذكرتي وي مدعا بخلوك بحنا بيوك تبع الماسلة باحتي أفضل الرعاية ديتي قومي منودينا ماك تفلو عقل سولي حكايا مرابيتا وذا قلدي وي مدعا كحلوك بحنا بيوك تبع الماسلة تلوكتن باحتي أفضل الرعاية ديتي قومي منودينا ماك تفلو عقل سولي كحلوك كربتينا سنكل كرلوكولا لعما سايتي ما بار كربت ما حقول كربل بكو مناي كربل بكو مناي كحلوك كربتينا سنكل كرلوكولا لعما سايتي ما بار كربت ما حقول كربدوريتي انتو حدفنتلي كربل بكو مناي كربل بكو منا حلوقي تدنن سفر اللالو بتنا كنا بنا رسول تحتو كنا بنا رسول تحتو حلوقي تدنن سفر اللالو بتنا كنا بنا رسول تحتو 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 كنا بنا رسول تحتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soyez le bienvenu, Monsieur Kaddaami, Président Kaddaami, Président du FRUD, doyen de l'opposition, membre fondateur et coordinateur de la CTD. Soyez le bienvenu sur Djabouchen TV. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, un grand merci de me recevoir et de me permettre de m'exprimer ce soir. Et je tenais aussi à te féliciter personnellement pour ce travail que tu fais de communiquer à travers ces médias. Et je peux dire ici que depuis pas trop longtemps que je te connais, personnellement,
je pense qu'aujourd'hui, même s'il ne l'exprime pas, ton père doit être fier de toi parce que je connais, lorsque j'étais à Djibouti, je connaissais très bien votre père, sa bravoure. Et aujourd'hui, vous ici, franchement, je voulais te dire bravo pour tes démarches, ton processus qui, jusqu'aujourd'hui, te mène vers un combat que beaucoup de gens aujourd'hui espèrent gagner à Djibouti. Merci. Merci, Monsieur Kadami. Merci. Un grand merci à vous qui menez cette lutte, qui êtes qui aviez sacrifié toutes ces années pour le changement à Djibouti, pour la justice. On vous remercie bien sûr au nom de tous les Djiboutiens pour votre lutte acharnée contre ce régime qui est un régime dictatorial, qui est un régime très très dangereux et capable de tout. Merci Monsieur Kadami. Aujourd'hui, donc, on va partager avec les Djiboutiens et on va essayer de communiquer hebdomadairement avec les différents cadres de la CTD, informer les Djiboutiens pour qu'ils puissent garder espoir dans le changement à Djibouti. Alors aujourd'hui, on va parler premièrement de la loi du 13 octobre qui déclare le mouvement FRUD comme un mouvement terroriste. On va parler donc de cela et ses répercussions et conséquences. On va parler aussi de la proposition d'échange des prisonniers après avoir partagé avec le monde entier, mais leurs familles aussi, qu'ils sont entre de bonnes mains, après avoir publié des vidéos, ce qui est une chose digne d'un mouvement qui se bat pour la justice, de montrer une transparence, que ce mouvement-là respecte les droits de l'homme. Donc, on va parler où est-ce que ça en est, cette offre-là. Et ensuite, on va parler aussi des dénigrements sur les réseaux sociaux, les diffamations, les attaques personnelles, qui ne sont pas des attaques politiques, des attaques personnelles. Et enfin, on va parler de la résistance qui s'est mise en place après la proclamation de l'indépendance. Enfin, on va terminer par votre message aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens. Monsieur Kadami, le plateau est à vous. Pour la première question, les conséquences de cette loi votée le 13 octobre. Oui, avant d'aborder cette question, je voudrais parler de ces jeunes gens, de ces combattants qu'on était en train de voir dans le film, qui pour la plupart sont des jeunes entre 20 et 35 ans, qui depuis dernier accord de paix qui n'a pas été respecté, c'est-à-dire depuis 2004-2005, sont dans des maquis. Alors imaginez un seul instant ces jeunes gens dans la fleur de l'âge qui laissent tomber pour certains leur emploi, leur famille, et qui sont là aujourd'hui à combattre. Peut-être certains sont morts, d'autres aussi peut-être mourront, et ils sont là. Pourquoi? Les Djiboutiennes et les Djiboutiens doivent se poser cette question. Pourquoi ces jeunes gens sont dans cette montagne en train de fois ne pas manger à leur faim, de fois avoir soif? Pourquoi? Je crois qu'ils ont pris le parti de défendre la population djiboutienne, de lutter pour cette population djiboutienne, pour que les enfants, nos enfants, leurs enfants, soient dans des bonnes conditions, qui vivent, qui ont, c'est-à-dire avoir des emplois, aller à l'école, même boire du lait, ne serait-ce que lait. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent même pas choisir leur lait, par exemple. Et donc, d'abord, un grand merci
à ces jeunes gens qui se sacrifient. Et franchement, on aurait aimé que toutes les composantes nationales puissent s'agréger, participer à cette grande cause, à cet objectif qui est noble, c'est-à-dire de débarrasser ces pays-là des gens mafieux, des criminels qui tuent, qui torturent chaque jour. Et malheureusement, compte tenu de la configuration, c'est-à-dire communautaire, de morcellement et des 45 ans de division, il n'y a pas encore eu cette démarche que toutes les composantes nationales puissent participer à lutter contre. Mais nous et les combattants, et aujourd'hui au niveau de la CTD, nous avons pris la responsabilité de combattre ces régimes, déjà qui ont perdu un lourd tribut et qui sont prêts à se sacrifier pour que tout le monde, mais je dis bien tous les Djiboutiennes et tous les Djiboutiens, puissent demain vivre dans des conditions décentes, mais égaux, sans qu'il y ait une petite minorité qui se croit tout permis, c'est-à-dire qui ont pris cet État en otage et qui aujourd'hui, qui ont toutes les économies, toutes les rentes stratégiques entre leurs mains à engraisser leurs enfants, leurs petits-enfants, et donc pour que tout le monde, y compris les soldats, y compris les chômeurs, puissent avoir à manger décemment. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Croisée des chemins veut dire quoi? Veut dire, c'est là où se rencontrent plusieurs routes. Et au sens figuré, cela veut dire, c'est l'heure du choix. Les populations djiboutiennes, les territoires djiboutiens, toutes les communautés, aujourd'hui, ont le choix. Soit d'aller tout droit vers l'abîme, c'est-à-dire continuer à soutenir ce régime, continuer à subir ce régime, et nous allons dans le mur. Tout le monde en convient, y compris des gens qui sont haut placés, vous le diront aujourd'hui, c'est une impasse. Ou bien, on prend un autre chemin. Le chemin pour construire, encore pour une vingtaine d'années, une trentaine d'années, un autre Djibouti où toutes les communautés seront traitées d'une façon égale, où il n'y aura pas de discrimination à l'égard d'une partie de la population, où il n'y aura pas de discrimination à l'égard des femmes. Et cela, aujourd'hui, ne peut se faire qu'avec le fruit et avec le CTD. Pourquoi? Je fais partie des gens qui ont accueilli à Paris toutes les personnalités qui ont démissionné du pouvoir, à commencer par le regretté Ahmed Dini, Abdallah Mohamed Kamil, Adam Zob El-Awali, Mohamed Jama, y compris Moumin Bahdon. Ils sont venus, chaque fois qu'ils ont démissionné, ils sont venus ici. On était là à les accueillir. Aujourd'hui, on accueille leurs enfants. Et donc, c'était le fil conducteur. On a essayé tout. Le Parti populaire djiboutien, dirigé à l'époque par le regretté Moussa Ahmed Driss, on y a contribué. Ils ont été arrêtés. C'est-à-dire, ce régime a arrêté toutes les grandes personnalités de ce pays-là. Ali Aref a été arrêté, Ahmed Dini a été arrêté, Moussa Ahmed Driss a été arrêté, Abdallah Kamil a été arrêté, Mohamed Ahmed Issa Cheikh a été arrêté, Moumin Bahdoun a été arrêté, Ismaël Gueddi a été arrêté. Toutes les grandes personnalités de ce régime sont passées par le géol. Donc, c'est après avoir épuisé toutes les formes de lutte pacifique que nous sommes arrivés à ce stade-là. Et qu'est-ce que nous avons fait? Dès les premières attaques du fruit en 1991, nous avons déclaré un cessez-le-feu. Parce que Djibouti, c'est un petit pays composé de 3 nationalités. Il faut vraiment
se mettre ça dans la tête. Ce pays-là n'appartient pas à un petit groupe, ni à un groupe. Il appartient à tous ses ressortissants. Et parce que c'est tellement complexe, c'est tellement difficile, donc on s'est dit, alors que le Fruit était dans l'offensive, il a arrêté et stop pour donner la chance à un dialogue, pour pouvoir permettre qu'il y ait une solution pacifique. À l'époque, il n'était même pas question de virer, ou en tout cas de renverser Hassan Gouled Abdidal. Il s'agissait de composer, d'ouvrir. Bien sûr, il y a eu une timide ouverture, c'est-à-dire il y a eu la constitution qui a été obtenue grâce à ces sacrifices, mais c'était encore une constitution qui a été faite exactement pour servir ces dictatures. Et donc, les accords de paix, pour revenir un peu aux 2 accords de paix qui ont été signés, ont été tous bafoués. C'est-à-dire, chaque fois, le Fruit a donné la chance pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait la paix. Impossible. Nous sommes arrivés à une conclusion que, avec ce monsieur, avec celui qui règne actuellement, depuis 99, et qui a été d'abord chef de la sécurité pour torturer dans le village Christophe. J'en connais un coin parce que j'étais ici à l'époque responsable du centre d'information sur Djibouti et qu'on avait alerté à plusieurs reprises Amnesty International, qui ont d'ailleurs fait pas mal de dossiers sur ces crimes, sur ces tortures. Et donc, il est impossible aujourd'hui de composer avec ces messieurs-là. Ça, il faut vraiment se le dire. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il invente? D'ailleurs, moi, j'ai un peu honte pour les parlementaires qui, sans même sourciller, ils ne savent même pas si ce n'était pas une condamnation à mort pour eux. Voilà. Comment c'est l'homme, ils ont voté une loi qui déclare le Fruit dit armé, parce que pour nous, il n'y a pas un Fruit armé et un autre désarmé, il n'y a qu'un seul Fruit. C'est des gens qui luttent toujours sur les mêmes objectifs pour lesquels les meilleurs d'entre nous sont morts. Alors, déclarer le Fruit terroriste. Alors, selon la définition du terrorisme, qui n'est pas unanime aujourd'hui, c'est souvent lorsque, par une violence aveugle, on massacre les civils, qu'on qualifie beaucoup d'actes de terroristes. Or, dès le début, dès 1991, le Fruit a pris un soin scrupuleux de veiller au respect des droits humains, même dans les zones que l'on contrôlait. Il y a eu même des manifestations à Randa lorsque le Fruit contrôlait cette zone-là. Et donc, le Fruit a été très respectueux des civils et des droits humains. Et il a aussi respecté les droits des prisonniers, des soldats prisonniers, selon la loi, selon la Convention internationale de Genève de 1949. Et ça, c'est même avant que nous parlions de ces soldats qui ont été arrêtés récemment, il y a eu beaucoup de soldats djiboutiens qui ont été emprisonnés par le Fruit. Et les jours où il y a eu le massacre d'Al-Hiba, le 18 décembre 1991, dont on va commémorer le 31e anniversaire, ces jours-là, il y avait 110 soldats prisonniers à Asagaïla. Ils n'ont pas été réprimés. Il n'y a même pas eu, on n'aura même pas touché à leurs cheveux. Et donc, ça montre à quel point nous sommes très respectueux des soldats qui se battent aussi
pour un pouvoir, bien sûr, qui est corrompu, pour un pouvoir qui n'est pas un État, pour une famille. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de relancer aux officiers, aux soldats, aux capéraux, à tout ce monde-là, de ne plus mourir pour Ismaïl, sa fille, son neveu, parce que ces gens-là, ils n'ont rien à faire avec. Regardez maintenant, depuis 2 mois, depuis Alors, 2 mois. je voudrais rajouter un point à ce que vous venez de dire, que les soldats ne devraient pas mourir pour un tel régime et des dirigeants qui sont très, très corrompus. Alors, ici, j'aimerais partager avec nos téléspectateurs l'état des camps militaires que j'avais déjà partagé il y a 1 an. Et le budget de l'armée est à plus de 13 milliards de nos francs. Donc, c'est pour dire que le régime djiboutien s'en fout complètement des soldats et des militaires. Alors ici, comme vous le voyez, j'avais partagé, c'était en octobre, plus précisément, c'était en février 2021, et j'avais montré l'état des lieux des postes, que ce soit à Damerjoug, que ce soit à Ali Sabier, et j'avais partagé ça en 2021. C'est pour vous dire que le général qui commande cette armée, qui est un général qui a 90 ans, qui envoie à la retraite des officiers supérieurs compétents qui sont plus jeunes que lui, et dont il pourrait être d'ailleurs le père. Et c'est pour vous montrer donc la corruption, à quel point la corruption donc gangrène les forces armées djiboutiennes. Ça, c'est un exemple. Et donc, nous avons vu la visite à Médého et à Karabtissan du général Zakaria. Et j'aimerais bien partager pour montrer, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont inconscients ou s'ils se foutent de la gueule des soldats et des Djiboutiens. Ils ont passé à la RTD les postes avancés qu'ils ont visités et on ne peut qu'être indigné de l'état des lieux de l'armée, des militaires et de leurs postes. Alors, je vais partager. C'était une mission d'inspection des postes avancés. Alors ici, c'est le poste de Karabtissan. Alors, je m'arrête ici déjà sur image, comme vous voyez, le mur de l'enceinte du camp. Il s'agit d'un amas de pierres. Après 44 ans, pour une petite armée qui ne dépasse pas 10 à 15 000 bonhommes et qui a un budget de 13 milliards. En tant que commandant de bataillon de 500 hommes, j'avais un budget, y compris le salaire des soldats, de 28 millions. C'est-à-dire, après avoir payé les salaires, il nous restait 4 millions 500 pour acheter la nourriture et pour construire, pour maintenir le camp. Alors, imaginez, moins de 30 millions pour 500 bonhommes, alors que le budget est de 13 milliards. Ça, c'est pour passer un message aux officiers et aux soldats. Et donc, on continue ici la mission d'inspection. Alors, comme vous voyez, les soldats, juste derrière le général, qu'est-ce que vous voyez? C'est au fait, c'est là où dort le soldat. Voilà, c'est sous un amas de pierres. C'est ici que le soldat dort. Et donc, voilà l'état des lieux de l'armée.
Une autre vidéo avant de passer à la question, c'est cette vidéo-là aussi. C'est l'inspection à Médého qui m'a vraiment touché. Alors là, le général est à Médého et il inspecte donc le poste de Médého. Alors, vous voyez ici, donc, Médého. Et voilà la chambre d'un soldat, juste donc à droite du général. Je ne sais pas comment on peut nommer ça. Vous voyez des cailloux, vous voyez donc une tente déchirée, vous voyez même une brouette. Voilà, vous voyez la brouette. Voilà comment vit donc le soldat djiboutien après 44 années et avec 13 milliards. Le général préfère donc se construire des villas, acheter des maisons partout dans le monde. Voilà. Très bien, donc revenons aux conséquences. Comme on dit, donc il y a un proverbe somalien qui dit Isha Mu'allina, voilà les conditions de vie. Et on va faire donc des programmes détaillés pour décortiquer un peu le budget de l'armée, où est-ce que ce budget part, voilà, et détourné. Donc, revenons à la question, les conséquences. Oui, absolument. Donc, ces images-là m'inspirent aussi quelques remarques. Je ne regarde pas souvent la RTD, c'est peut-être un tort, mais en tout cas, c'est un fait. Et de temps en temps, lorsque je regarde, je suis scandalisé par le fait du non-respect de l'autrui, par le fait que ces gens-là ne respectent pas une communauté de 50% de la population, une communauté qui habite 2/3 du pays, et qu'on parle souvent uniquement dans une seule langue. C'est un manque de respect, mais incroyable. J'ai jamais vu ça. Comment peut-il y avoir une cohabitation possible et harmonieuse dans ce cadre-là? Mais ces gens-là, ils sont fous, quoi. Il y a 50% de la population qui parle afar. Il y a au moins 5-10% qui parlent arabe. Il y a une langue officielle, le français. Mais c'est impossible. Et d'ailleurs, le clou de l'affaire, vous avez tous vu ces vidéos. Comment un chef d'État traite ses ministres, son ministre des Affaires étrangères, qui va à toutes les conférences le représenter et qui parle de Djibouti, qui parle au nom de Djibouti, et le premier ministre, deuxième personnalité de l'État, qui va dans toutes les conférences pour représenter Djibouti. Vous avez vu comment il a traité ce monsieur, ces deux ministres, parce qu'ils sont afars, parce qu'il y avait des Somalis à côté. C'est pas possible. Il n'est pas digne d'être chef d'État, ce monsieur. Il n'est pas digne. Comment peut-il traiter? Quel irrespect! Beaucoup de gens critiquent ces deux ministres. Moi, je les critique même pas parce que eux, leur caractère servile, tout ça, tout a été dit sur ça. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'un chef d'État, il traite ses ministres d'une façon méprisable parce que c'est un homme méprisable. Voilà les quelques réflexions que j'ai pu avoir lieu. Très bien. D'ailleurs, on peut partager plus tard cette vidéo qui m'a vraiment choqué, mais voilà, c'est à cause de responsables pareils que toute une communauté donc, est délaissée et le manque de respect est devenu une chose quotidienne de la part de cette élite, ce petit groupe, puisqu'on ne généralise pas. Et d'ailleurs, vous avez toujours passé vos messages dans la langue officielle par respect à toutes les communautés qui vivent à Djibouti et je voudrais vous en féliciter. J'en suis témoin ici à chaque fois qu'on vous a invité
que ce soit sur ce plateau ou tous les autres plateaux. Malheureusement, il n'y a pas que le chef de l'État. Actuellement, j'étais en train de regarder des interventions d'opposants qui veulent changer les choses, des leaders de l'opposition qui s'expriment dans une seule langue et qui délaissent les autres communautés vivantes à Djibouti. On va passer donc à l'offre. Vous avez fait une offre, mais avant ça, vous avez partagé 2 semaines après les événements de Karaptissan, vous avez partagé avec les Djiboutiens et surtout avec les familles des soldats, comme quoi ils étaient entre de bonnes mains. Ils ont pu s'exprimer, ils ont pu parler, ils ont pu dire voilà, nous sommes en bonne santé et nos droits sont respectés. À la foulée, vous avez proposé un échange de prisonniers. Vous avez demandé que les civils qui ont été arrêtés à Karaptissan, les Okal, soient relâchés, de la même que vous avez demandé tous les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques qu'ils soient relâchés, comme Fouad Youssouf Ali, comme Barkhad Abdel Wahab Ali Oudoum, comme Abdel Karim Aden Cher, et maintenant on a le jeune Hussein Morbel Lucio qui a été incarcéré parce qu'il a juste fait un post sur Facebook. Alors, où est-ce qu'on en est concernant les échanges? D'abord, une petite remarque encore, parce que les propos que je viens de tenir ici, j'aurais aimé que ce soit des locuteurs somaliens, en langue somalie, qui le disent, qu'il y ait des protestations de leur part, qu'ils disent, écoutez, on est quand même dans un pays pluriethnique. Donc, j'aurais aimé que ce soit... je vais vous raconter une anecdote que m'a raconté le défunt Ahmed Dini, Allah yarhamou. Avant qu'il ne claque la porte à l'Assemblée, il a demandé à certains députés Issa de dénoncer ce qui est en train de se... c'était en 1977, après la répression, après sa démission. Il avait demandé avant à plusieurs députés Issa de dénoncer cet état des choses, parce que c'est à vous de dénoncer aujourd'hui le fait qu'on marginalise les affaires. Et ça n'a pas été fait. Finalement, c'est lui qui a dénoncé et qui a claqué la porte et qui a démissionné. Et donc, je crois d'abord qu'il faut mettre en lumière, très important, et si l'occasion nous a permis de faire ça, c'est déjà quelque chose d'important. C'est-à-dire de mettre le projecteur sur ces prisonniers qu'on arrête, qu'on torture, et qui sont, à partir d'un certain moment, ils sont oubliés parce qu'il n'y a pas assez de relais, parce qu'il n'y a pas assez de protestations, parce qu'il n'y a pas assez de rapports de force qui permettent la libération de ces prisonniers. Ces prisonniers n'ont rien fait d'autre. Le lieutenant Fouad, il a protesté contre son supérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui le maltraitait, qui le marginalisait. C'est tout. Abdul Wahab, Barkat Abdel Wahab Ali Oudoum, c'était un blogueur. Il a dénoncé le système Mammassan comme qu'il le fait comme nous le faisons tous. Aujourd'hui, il cropie en prison après avoir été torturé. Et Lucio, c'est un jeune qui a fait quelques postes et tout ça. Ça, au moins, c'est des gens qu'on connaît. Mais il y a des prisonniers dont on ne parle jamais. Par exemple, je vais vous parler d'un certain Ahmed Gohar Hamoudou. Ces garçons, il a des parents parmi les combattants. Il a été arrêté en 2016 à Assal. Après, lorsqu'il y a un affrontement entre la gendarmerie et le Fouad à Assal. Jusqu'à 2019, il était arrêté. C'est quelqu'un qui a été torturé, qui a gardé des séquelles. Il a été libéré dans l'échange aussi des prisonniers à l'époque. Il y avait 2 prisonniers que détenait le Fouad, qu'elle a libéré, en échange de tous les prisonniers civils qui étaient arrêtés. Ces garçons ont été arrêtés de nouveau en décembre 2021. Et aujourd'hui, il est toujours en prison. Il fait partie des gens de la région aujourd'hui qui ont été arrêtés. Lui, en plus, non seulement on l'amène à Gabot, mais on le ramène
au SDS pour être torturés. Et à cette occasion, je voudrais vous faire une révélation, une information qui est pour le moment assez, qui n'a pas été révélée. C'est que les gens qui torturent les prisonniers au SDS, ce sont des Somalis Gerer. Il y a 10 personnes qui habitent à Gabot et qu'on emmène pour torturer les gens au SDS. Il s'agit des 10 personnes. Ils disent qu'ils sont arrêtés pour des liens avec Al-Shabaab, tout ça, mais en fait, c'est des mercenaires qui torturent. Ils sont 10. Ils sont du sous-clan Gerer. Retenez ces clans, parce que vous allez entendre parler d'eux. Parce que le fameux Sadiq jaune serait aussi un Gerer, même s'il se dit aujourd'hui Haouié, tout ça. Donc, aujourd'hui aussi, il y a quelques 300 soldats de forces dites spéciales de Somalie qui sont aujourd'hui à Damerjog, dont une grande partie sont Gerer et des Haouiés. Et donc, ces prisonniers sont torturés. Et puis, il y a 6, dont un notable qui s'appelle Badoul Gohar, qui a été torturé, mais aujourd'hui, il est malade, il ne peut même pas accéder au... Je le connais d'ailleurs, il est de la zone Karabtissan. Exactement, il est de la zone Karabtissan, exactement. Donc, il y a aussi un autre qui s'appelle Ahadou Hamadou, Mohamed Issa Hamadou, Cheikh Borito, Borito Youssouf, Badoul Youssouf. Ça, c'est des gens qu'on a arrêtés à Karabtissan. Mais il y a d'autres gens qu'on a arrêtés dont on ne connaît même pas. Par exemple, il y a à peu près une dizaine de personnes qui ont été arrêtées à la place Mahmoud Harbi. Des gens qui travaillaient avec les commerçants arabes et tout ça. Et donc, ça fait une année qu'ils sont en prison, leurs familles sont à la recherche. Donc, on demande la libération de tout ce monde-là. Il y a aussi des gens qui ont été arrêtés à l'époque des massacres à Balbala. Et ces gens-là, il y a encore une dizaine de personnes qui sont encore en prison, alors que leurs maisons ont été brûlées. Même des fois, des gens ont été brûlés. Donc, c'était exactement pour mettre la lumière sur ces prisonniers. Il faut que cette question interpelle tout le monde. Il faut que tout le monde s'empare de la question des prisonniers, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui, ça arrive à n'importe qui. Et donc, aujourd'hui, nous voulons mettre, c'est-à-dire sur la place publique, cette question-là. Nous avons demandé les échanges, que Djibouti l'accepte ou non. Déjà, ce problème-là est posé. Et au niveau international aussi, au niveau CICR, nous avons demandé au CICR d'inspecter ces gens-là qui sont en prison. Et aujourd'hui, ils ne libèrent pas ces prisonniers parce qu'eux, ils s'en foutent de ces 6 soldats. Ils s'en foutent. Et d'ailleurs, à un moment donné, on craignait même parce que en emprisonnant, en détenant ces 6 soldats, les combattants du FRUD ont sauvé ces 6 soldats. Parce que, à un moment donné, ils se posaient la question, si on les laissait comme ça, à partir du moment où ils se sont rendus, est-ce qu'ils vont être exécutés ou même emprisonnés? Ils se sont posé la question. Ils ont dit, la meilleure façon, c'est de les... Alors, on voit le soldat ici qui est en train quand même de remercier le FRUD du fait que les parents, les proches, la famille puissent être au moins rassurés, parce que c'est quand même quelque chose de très grand de savoir que votre proche, votre fils, votre époux, votre frère est en bonne santé. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir respecté les droits des prisonniers. Et voilà donc ici les vidéos que vous avez postées. iyo kuwa gabood ku jiro oo magaca FRUD lagu xidhayba dowladeedii waxaan leeyahay FRUD hordo
markii ugu horreysay ee lana qabtay anaka oo la garanayn meel alle meel aan ku sugannahay inaan dhimanay inaan nool nahay inaan halownay meel alle meel aan ku sugannahay kuna garanayn faamigeeni iyo dawladeeni iyo shicibkeeniba waa lana soo ogeysiyoon xiriir baan nagu sameeyay oo halkan baan ka soo hadalnay taana waa hambalyo aan u dirayno friid aan u dirayno merci baan kala nahay iyakana waan u hambalyeynayna iyaka inta ay reeraheena la xiriirsiiyeen dadkiina ogeysiiyeen meel aan ku sugannahay. Très bien, alors j'aimerais bien partager avec les Djiboutiennes et les Djiboutiens qui nous regardent, et surtout les militaires, les hommes en uniforme. J'aimerais bien partager ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Vous savez que les États-Unis et la Russie mènent un combat sans merci, actuellement, surtout en Ukraine. Vous savez qu'en Ukraine, donc, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine et que les États-Unis, bien sûr, et les forces de l'OTAN sont en train de contrer les Russes. C'est pour dire aux Djiboutiens que même s'il y a la guerre, que ce soit directement ou indirectement entre la Russie et les États-Unis, il y a eu un échange qui m'a vraiment touché et que j'ai voulu et que j'aimerais bien partager avec les Djiboutiens. Il s'agit d'une basketteuse américaine qui a été arrêtée il y a quelque temps en Russie. Et donc, je vous laisse regarder cette vidéo-là. Elle a été échangée avec un trafiquant d'armes russe et elle a été libérée grâce à cet échange-là. Alors, c'est pour vous dire que les soldats djiboutiens que le FRUD veut échanger avec les prisonniers politiques, civils et les innocents qui ne sont pas des criminels, l'État djiboutien refuse. Et il faudra demander donc des comptes au régime. Il faudra que les familles se mobilisent. Alors, je vais partager cette vidéo-là. Il s'agit de Brittney Griner. Les images sur le tarmac de l'aéroport d'Abu Dhabi semblent tout droit sorties de la guerre froide. Échange de prisonniers avec d'un côté en rouge Brittney Griner, star américaine du basket détenue en Russie, et de l'autre Victor Bout, ici à droite, l'un des plus grands marchands d'armes russes. La double championne olympique est filmée quelques minutes plus tôt dans l'avion des autorités russes avant d'atterrir. Quel est votre état d'esprit? Heureuse. Brittney Griner avait été arrêtée en février dernier en Russie où elle se rendait pour jouer un match. À l'aéroport, les autorités trouvent dans son bagage une vapoteuse et un liquide contenant du cannabis, un produit interdit sur le territoire. La basketteuse se défend de tout trafic, mais en août, elle est condamnée à 9 ans de prison puis transférée dans une colonie pénitentiaire. La jeune femme de 32 ans a atterri sur le sol américain au Texas dans la matinée. Sa compagne soulagée remercie le président américain. Aujourd'hui, je suis debout, ici, submergée par les émotions. Mais l'émotion la plus importante en ce moment est juste une sincère gratitude pour le président Biden et toute son administration. Car pour libérer Brittney Griner, les Américains ont dû négocier et consentir à relâcher Victor Bout, trafiquant d'armes internationales. Arrêté en 2008 à Bangkok par les autorités américaines, Victor Bout purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. Surnommé le marchand de mort, l'homme de 55 ans a livré pendant des années des milliers d'armes, notamment en Afrique et en Afghanistan. Son histoire a même inspiré un film hollywoodien. Mais pour les Américains aujourd'hui, l'échange entre le marchand d'armes et la basketteuse divise. Rôle de médiation dans la libération de la basketteuse. Les autorités américaines, elles, ont tempéré, précisant que la négociation avait eu lieu entre deux pays seulement, la Russie et les États-Unis. Les images sur le... Alors, c'est pour quand même dire aux Djiboutiens, aux Djiboutiennes et Djiboutiens de se poser la question, quelle est la valeur de nos soldats?
Ici, on échange une américaine contre un trafiquant d'armes, un criminel. Alors que là, des soldats qui sont prêts à défendre donc le pays, qui sont prêts à mourir malheureusement pour un régime qui détourne les fonds du pays, qui tue donc leurs frères et sœurs, qui les met en prison, qui réprime la population, qui les condamne au chômage, au manque d'éducation, à la pauvreté, à un salaire de $300. C'est comme pour un agent du port qui touche 50 000 francs alors que le directeur touche 25 000 $, des millions et des millions. Et c'est pourquoi je profite de cette occasion-là de passer ce message-là aux commandants de troupes, aux officiers, aux soldats, aux familles des soldats, de réagir. Et donc, voilà la vidéo que je voulais partager. Si vous voulez y rajouter un mot avant de passer à l'avant-dernière question. Non, tout ce que je voulais dire, c'est qu'elle, au moins, elle va aller fêter la vacance de Noël avec sa famille. Et je crois que la question des prisonniers, les gens qui sont entre moments, ce n'est pas un problème. Ils peuvent être libérés d'un jour à l'autre, ce n'est pas vraiment un problème. Mais ce que nous disons à la population djiboutienne, c'est que nous disons aux acteurs, à tous les acteurs, de vous saisir des questions des prisonniers politiques, des gens qu'on arrête arbitrairement. Je crois que ça doit être l'affaire de tout le monde. C'est pas seulement l'affaire du fruit. C'est l'affaire de tout, même des gens qui ne sont pas politisés. C'est-à-dire tout le monde doit exiger de ces gens-là la libération des gens qu'on arrête comme ça. Il paraît que même certaines puissances leur ont demandé de ne pas s'en prendre aux pauvres bergers ou en tout cas des gens qui sont en brousse et tout ça. Mais je pense que c'est à la population aujourd'hui d'être le relais de ce qu'a commencé à amorcer le FRUD, c'est-à-dire la libération de tous les prisonniers, parce qu'un prisonnier s'il y a un prisonnier là-dedans, c'est-à-dire qu'on est tous prisonniers aujourd'hui. Très bien. Alors, on va passer à cette campagne qui ne s'arrête pas, cette campagne de dénigrement, des diffamations, des attaques personnelles répétées de soi-disant opposants, de soi-disant personnalités de l'opposition, soi-disant activistes radio. Quel est votre message à cette campagne-là de dénigrement? Et surtout, à certains partis politiques qui ont qualifié des actions du FRUD d'actes barbares. Je prends l'exemple du Modèle, par exemple, qui est un parti politique qui a qualifié de l'action qui s'est passée en octobre d'actes barbares. Oui, je pense que ces dénigrements sont pensés, ça fait partie de la politique du gouvernement de Djibouti. Et avant d'aborder cette question, je voudrais aussi raconter une anecdote. J'ai un grand ami résistant éthiopien, un couple, qui lutte depuis depuis presque plus de 50 ans même. Alors, sa mère est âgée de 100 ans et il est en très bonne santé, il est aux États-Unis. Et à un moment donné, ces résistants étaient un peu fatigués, ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait, ils ne discutaient pas, c'est-à-dire ils ne faisaient pas de la politique, il y avait une parenthèse dans sa vie. Sa maman l'appelle et lui dit « Mais mon fils, ces derniers temps, tu ne fais pas de la politique ou quoi? Mais maman, pourquoi? Comment tu le sais? Parce que je vois qu'on ne te dénigre plus. C'est que personne ne te dénigre, ça veut dire que tu fais rien, quoi. Et donc, si on dénigre aujourd'hui Ammar, si on s'en prend aux dirigeants du FRUD, c'est que quelque part, c'est gênant, ça gêne. Alors, je veux entrer un peu dans les détails. Il y a à Djibouti un cellule, entre eux, ils l'appellent Cheikh Moussa. C'est un cellule
de quelques élites mamassan. Le seul qui connaît du pouvoir, c'est Hassan Saïd, qui supervise. Mais il y a aussi Ismail Thani, ancien secrétaire général de la présidence. Il y a Yassine Elmibou, ancien ministre de l'Intérieur et de l'économie et aujourd'hui ambassadeur au Kenya. Il y a Yassine Aoulet qui s'appelle Jib Kilin. Il y a le neveu d'Ismaël Omar Guelleh qui s'appelle Guelleh Omar Guelleh. Je crois que c'est Guelleh, ouais. Guelleh Idriss Omar Guelleh. Et il y a d'autres aussi. Eux, ils chapeautent tous les officines à l'extérieur et même à l'intérieur. Officines, certains se disent opposants et certains sont les plus extrémistes. Par exemple, il y a des gens qui incitent au massacre des Afars, des Arabes, des Essaks, des Guelbos. Mais jamais j'ai entendu parler de quelqu'un qui envoie des messages pour massacrer les Essaks. Jamais. Donc, c'est très ciblé. Et il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Mais ces gens-là sont payés par du contribuable djiboutien. C'est SDS qui les paye. Ils ont des... Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est des groupes qui se forment, qui dénigrent des communautés à part. La cible principale, c'est les Afars, et il n'y a pas que. Il y a les Arabes, les Essaks, les Gadeboursi, encore. Donc, ils essayent de dénigrer l'histoire, de dénaturer leur histoire, de les insulter, mais à chaque fois. Mais c'est pas spontané, c'est pas quelqu'un qui, un jour ou l'autre, s'est réveillé. Non, c'est des gens qui ont un plan. Ça, c'est le troisième groupe. Et là, c'est des Afars qu'on instrumentalise. Ils se disent opposants. Et chaque fois que le Fruit parle, chaque fois que l'ARD parle, chaque fois que Ammar parle ou que des personnalités parlent, c'est eux ils disent « Ah, alors qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Vous n'avez même pas parlé. » Hein? Alors, telle une certaine radio de Londres, par exemple, on n'est pas les cités. Donc, ces gens-là sont payés par Jib House, par Jib Kilin et Yassine Elmibou, c'est connu. D'ailleurs, il y a un certain Samatar qui travaille dans cette radio, qui fait des va-et-vient au Kenya. Vous allez savoir pourquoi. Yassine Elmibou, Kenya. Yassine Elmibou qui est là-bas. Donc, c'est un réseau qui fait ça. Mais c'est que nous disons. Ce ne sont pas les paroles qui vont changer quelque chose. Ce n'est pas ces paroles. Parce que, peut-être pour les générations de 20 ans, de 15 ans, ils ne savent pas qui est qui. Peut-être. Par exemple, là, on parle souvent des dirigeants du Fruit. On les dénigre. Mais un jour ou l'autre, tu vas les inviter, les autres. Hein? Mais un gars comme Hassan Mourbel, c'est quelqu'un qui résiste depuis qu'il est étudiant. On était ensemble jusqu'au étudiant et qui est resté debout. Parce qu'à Djibouti, il y a des gens qui sont restés debout. Il y a d'autres qui se sont aplatis. Il fait partie des gens qui sont restés debout. Kamil Kabir, c'est quelqu'un qui est resté debout depuis l'âge de 17 ans. Ils sont partis pour le front, qui n'ont jamais mis les genoux à terre. Ils résistent toujours, comme Hassan Amin. Alors, lorsque les jeunes gens ne connaissent pas, c'est normal qu'on les utilise. Et dernière chose que je voulais aussi dire, les partis de l'opposition, certains partis qui dénigrent, se tirent dessus. Il y a très longtemps, lorsqu'il y avait l'attentat de l'Historil, j'étais à Londres. Enfin, je me suis trouvé à Londres après, et j'ai discuté avec quelqu'un que je connais très bien, Moussa Amatortour, qui avait déclaré à l'époque que l'attentat a été commis par Adam Roblé. Et je l'ai pris entre les mains. J'ai dit, vous êtes de l'opposition ou vous êtes ailleurs? Si vous êtes de l'opposition, vous n'avez pas à dire ça, parce que ça, c'est une accusation gratuite, d'ailleurs qui n'est pas vraie. Et après,
il s'est révélé que c'était un attentat fait par un groupe extrémiste palestinien, et que, donc, le moral de ça, moi je crois que les partis d'opposition qui veulent dénigrer les autres partis d'opposition, moi je crois qu'ils jouent le jeu du pouvoir, soit exprès, soit inconsciemment. C'est-à-dire le fait aujourd'hui d'attaquer les fruits, parce que franchement, c'est le seul espoir qui reste dans ce pays pour pouvoir changer les choses. Ils savent très bien, nous avons fait des comités de soutien pour Daher Ahmed Farah lorsqu'il était en prison. Nous avons demandé la libération de Moussa Ahmed Idriss, Allah yarhamou. Et nous sommes restés 3 jours en prison pour que les frères ou les cousins d'Ismaël Gueddi sortent de prison, en disant nous ne sortirons pas de prison tant que ces personnes ne sortent pas de prison. Donc ça veut dire qu'on vous avait proposé de sortir et vous avez refusé, vous avez dit tant qu'ils ne sortent pas avec nous, on reste en prison, c'est ça? On reste, absolument. Et donc, ils sont sortis de prison grâce à nous. Et c'était un devoir de toute façon. Bien sûr. Mais aujourd'hui, lorsque des gens, par exemple, ne parlent même pas de Barkat, alors qu'ils se disent opposants, alors qu'ils comment dirais-je, alors que, c'est-à-dire, ils portent le drapeau des droits humains. Et j'ajouterai aussi une chose, parce que c'est très important cette chose-là. Chaque fois qu'il y ait arrestation, torture ou viol de femmes, il y a Omar Adi Iwadou et la Ligue djiboutienne des droits humains qui est là, qui dénonce, qui envoie des messages partout. C'est grâce à eux qu'on est informé des gens qu'on arrête et qu'on torture. Et d'ailleurs, il a été arrêté parce qu'à l'époque, il avait livré la liste des Yonis Moussa qui ont été tués lors de massacres de Bouldoro. Et aujourd'hui, il y a une ligue, mais vraiment clonée, qui empêche toute information d'aller à la Fédération internationale des droits humains. C'est un scandale. Et cette ligue-là, il est présidée par le frère de Daher Ahmed Farah, qui se trouve en Belgique, et qui ne font rien, jamais ils n'ont parlé une seule fois des arrestations arbitraires. Jamais ils n'ont parlé des massacres odieux qui s'est déroulé à Balbala. Jamais. Et d'ailleurs, c'est une honte pour des gens qui se disent opposants de ne pas avoir dénoncé Warabali, les massacres de Warabali. Et ça, sur la question des droits humains, on doit être intraitable parce que plus on parle de ces gens-là, plus peut-être il y a des pressions sur le gouvernement de Djibouti. Et donc, empêcher le fait de parler des violations des droits humains, c'est un crime en soi. Et c'est pourquoi je voulais vraiment parler de cette mascarade qui consiste à créer une ligue qui ne fonctionne pas et qui ne dénonce rien du tout. On voit Barkhad Abdelwahab Ali Oudoum, qui était un activiste, un blogueur qui parlait toutes les langues nationales. Jamais, je répète jamais, la radio soi-disant activiste n'a parlé de Barkhad Abdelwahab Ali Oudoum, mais il a notre total soutien, il n'a pas flanché, que ce soit lui, que ce soit Fouad, que ce soit le jeune Lucio ou tous les autres qu'on ne connaît pas. On leur dit tenez bon et on demande donc de dénoncer. Tous les Djiboutiennes et Djiboutiens doivent dénoncer haut et fort et partager les photos de cette jeunesse qui a été condamnée à croupir dans Gabot. Alors, on est à près d'1 heure. On a beaucoup de questions, mais on peut remettre bien sûr à la semaine prochaine. Vous parlez donc, vous employez tout le temps le terme un État national. Est-ce que vous pouvez nous approfondir sur ce que vous entendez par là? Écoutez, franchement, moi, je fais partie des gens qui sont tombés des nues à l'indépendance parce que pour nous, l'indépendance, c'était la libération, c'était vraiment l'épanouissement de tout le monde, c'était le développement.
Et on pensait à cette époque-là à mettre toute notre énergie pour développer ces pays-là. Alors, on s'est retrouvé à défendre les droits de l'homme. On s'est retrouvé à nous défendre au lieu de développer ces pays, au lieu d'aller au plus profond de ces pays-là, alors qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et ce que nous avons remarqué dès le début, c'est qu'il y a eu un choix qui a été fait, c'est-à-dire de mettre les clans au-dessus de l'État. Il y a eu deux conceptions. La conception à l'époque d'Ahmed Dini, partagée par le parti, d'autres partis, qui consistait à faire de Djibouti un pays des citoyens. Et puis, il y avait l'autre option, c'était de mettre les clans au-dessus de l'État. Et donc, il n'y avait plus un État national. C'est la raison pour laquelle on dit la première phase dans un pays qui a été colonisé, c'est de recouvrir d'abord le territoire national, c'est-à-dire avoir le mainmise sur le territoire national. Ensuite, d'inclure, de faire une inclusion de toutes les nationalités, de tous les citoyens dans ce qu'on appelle un État national. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, c'est lorsque un État est national, c'est-à-dire la phase primaire de l'État national est aboutie, qu'on a une armée nationale. Et que l'armée nationale a le monopole de la violence légitime. Qu'est-ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime? Parce que dans un État, vous voyez, il y a des gens qui portent les armes et qui ont le droit d'utiliser les armes à un moment donné. Tout le monde n'a pas le droit d'utiliser. C'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire la violence légitime. C'est-à-dire c'est légitime qu'un militaire, qu'un soldat et qu'un policier puisse prendre les armes et utiliser les armes, la violence. Mais dans certaines conditions. Dans certaines conditions très draconiennes d'ailleurs. Mais à partir du moment où l'armée n'est pas nationale, où la police n'est pas nationale, la sécurité n'est pas nationale, cette légitimité tombe. C'est ce que nous avons mis en cause, cette légitimité. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de monopole de la violence légitime. À Djibouti, eux, c'est une milice, et nous employons aussi une autre forme de violence. Et par rapport à la violence, je voudrais vous citer quand même les déclarations de Edel, pour ne pas me tromper, de Edel Camara. C'est un évêque brésilien qui est mort en ce moment. Donc, il disait il y a 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ces rouages silencieux et bien huilés. Il y a la deuxième violence, c'est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première violence. Et enfin, la troisième violence est celle qui est répressive, qui a pour objet d'étouffer la deuxième violence, se faisant auxiliaire et complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Donc, il disait, cet évêque qui était très engagé, il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la violence révolutionnaire, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la deuxième qui la tue. Cette citation est très pertinente par rapport à la question de violence, et que nous, tout ce qu'on a fait, c'est de remettre en cause le monopole de la violence légitime, parce qu'il n'est plus légitime, parce qu'il s'agit d'une milice, parce qu'il s'agit d'une police qui massacre et qui brûle des enfants et des hommes et des femmes dans leur logement. C'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui à toute l'armée, à l'armée, à leurs officiers, à leurs soldats, comme nous tous, vous voulez que ce pays-là soit différent de celui-ci. Vous voulez tous que tout le monde puisse aller à l'école, puisse manger à leur faim.
Vous voulez tous que toutes les nationalités puissent être intégrées dans cette république. Sinon, ça n'a pas de sens. S'il y avait que les Somalis dans ce pays-là, ça fait longtemps que la Somalie l'aurait absorbé. Et s'il y avait que les Afars, soit l'Érythrée, soit l'Éthiopie l'aurait absorbé. La chance de ce pays-là, c'est de faire cohabiter les deux nationalités et une minorité arabe très importante. Et c'est pourquoi ce que nous voulons fonder demain, avec l'aide de tout le monde, bien sûr, c'est un État national qui aura une armée nationale, qui aura une police nationale et qui va avoir nous allons finalement nous occuper du progrès social, du développement de notre pays. Et c'est ces messages-là qu'on voulait la faire redistribution des richesses. Exactement. Merci, Monsieur Kaddaami. Nous sommes à 1h. Je remercie les téléspectateurs. On pourra revenir la semaine prochaine. Sachez que dorénavant, nous allons diffuser la CTD, les avancées, les messages pour les Djiboutiennes et Djiboutiens. La lutte continue. Et vous l'avez toujours fait, Monsieur Kaddaami. Vous avez toujours été ouvert et j'en témoigne à la convergence de lutte. Et je tiens à témoigner devant nos téléspectateurs que vous avez même refusé à maintes reprises, vous êtes le doyen, vous avez refusé d'être nommé en tant que président ou coordinateur de la CTD afin que les autres puissent nous rejoindre et la faire passer pour une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Donc, Monsieur Kaddaami, merci, président du FRUD, mais aussi doyen et leader de l'opposition et coordinateur de la CTD. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons pouvoir parler un peu de l'histoire de la lutte, parce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, y compris moi, l'histoire de la lutte depuis l'indépendance. Mais nous allons avoir aussi les membres du leadership de la CTD, les membres fondateurs, signataires, que ce soit le FPC, que ce soit l'ARD, que je tiens à saluer, qui sont à Djibouti, Adan Abdou, et aussi, bien sûr, les autres membres du FRUD, les autres leaders du FRUD. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Monsieur Kaddaami, si vous voulez rajouter un dernier mot. Oui, merci beaucoup aussi. Et je dis courage aussi pour tout ce que tu fais. Et donc, un conseil d'un aîné, c'est-à-dire laisse souvent les idiots parler. Je crois que, franchement, le peu de temps enfin, qu'on s'est connus, moi, je te dis chapeau. Je t'encourage à continuer parce que nous avons besoin des jeunes de cette gabarit. Et franchement, et je voudrais quand même ajouter une chose, c'est aujourd'hui mes pensées à tous les martyrs, à tous les gens qui sont morts, dont certains des amis qui sont morts, soit les armes à la main, soit voilà, sous la, c'est-à-dire en prison, dans les tortures, comme Mohamed Ahmed Jabha, et comme plusieurs d'autres, Daoud Omar, un jeune qui a été Farah Louak, et beaucoup d'autres, et tous les martyrs qui sont morts. De Litché, tout ça. Et voilà, mes pensées, et en tout cas, je pense que enfin, ils seront dans les moments les plus importants, c'est-à-dire que la terre leur soit légère et que franchement, qu'ils bénéficient de la miséricorde d'Allah. Amin. Merci, Monsieur Kaddaami. Je vous dis à la prochaine et restez donc connectés. Chaque semaine, nous allons essayer de partager donc avec vous les dernières nouvelles et les avancées de la CTD. Merci. Merci.
Baroy, Inay Baroy, Yankaris, 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 Nankaris, 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 Inay Baroy, Inay Baroy, Yankaris, 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 Nankaris, 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 Inay Baroy, Yankaris, Irom Maraya Tantano, Inay Baro yang kahis, Irom Maraya Tantano, Pagkamarahani. Inay Baroy, Inay Baroy, yang kahis, yang kahis, yang kahis, nang kahis, nang kahis, nang kahis. Inay Baroy, Inay Baroy, yang kahis, yang kahis, yang kahis, nang kahis, nang kahis, nang kahis. Inay Baroy, Inay Baroy, yang kahis, yang kahis, yang kahis, nang kahis, nang kahis, nang kahis. Inay Baroy, Inay Baroy, yang kahis, yang kahis, yang kahis, nang kahis, nang kahis, nang kahis. Lulul yanay, bakar yanay, awal yanay, biyak yanay, amol bayat ko damit na. Lulul yanay, bakar yanay, awal yanay, biyak yanay, amol bayat ko damit na. Inay Baroy, Inay Baroy, yang kahis, yang kahis, yang kahis, nang kahis, nang kahis, nang kahis. Inay Baroy, Inay Baroy,